Quand j'étais petit, je voulais être vulcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Je pense que c'est une belle course. C'est une belle course qui est assez ouverte, puisque toi, avec un petit budget, tu as réussi à la faire. Donc elle est assez ouverte. C'est une belle aventure. Et puis c'est quand même une transat sur un 6,50 m en solitaire. Donc 2 semaines et demie en mer, il faut les faire. C'est une épreuve aussi. Mais c'est une belle course. Bienvenue à tous, chers auditeurs, pour cette seconde partie d'épisode où j'interviewe Jean-Baptiste qui va nous parler de sa mini transat. Alors dans cette première partie, Jean-Baptiste, tu nous as évoqué ton rêve d'être Peter Pan, qui est encore un petit peu parmi nous, qui est encore là. Tes études, tes premiers jobs qui ont été ultra formateurs pour concilier la théorie et la pratique. Tu évoquais aussi tous les préparatifs d'une mini transat qui en fait est une sélection. Moi j'ignorais que pour faire une mini transat de course, il y avait des sélections qui ont été un peu olé olé, si je puis le dire comme ça, à l'arrache. Le touriste piou-piou, c'est ce que je retiendrai de ce premier épisode. Un touriste piou-piou. Les petits poussins là qui battent des ailes et qui savent pas trop où ils habitent. Dans cette seconde partie, j'avais envie que tu nous parles vraiment de la vie à bord de cette mini transat. Mais avant, est-ce que tu pourrais me raconter le jour du départ ? Alors ouais, le jour du départ, j'avoue que ça, moment fort quand même, parce que tu sais qu'en fait, ça y est, on pourra plus te l'enlever, quoi. Même si tu te craches sur les cailloux dans 20 minutes, tu auras plus de non, pour le coup, en fait, la Mini 30 2023, ils avaient reporté le départ d'un jour parce que il y avait un gros front qui passait devant le Cap Finistère. En fait, c'est la pointe nord du Portugal et c'est une zone géographique où le vent accélère beaucoup. Et bon, nos bateaux, ils font que 6,50 m. Pour la plupart, ils font moins d'une tonne, tu vois. Donc, le gros temps, ça peut être compliqué, quoi. Du coup, comme ils ont décalé d'un jour, je suis parti le jour de l'anniversaire de ma maman et qui était venue me voir au sable, tu vois, pour le départ. Parce qu'elle, forcément, au début, que tu vois, comme tout le monde disait, FIB, quand même, c'est engagé son truc, il a que des problèmes, ça va pas le faire. Bon, là, j'ai mis devant le fait accompli, quoi. Bon, manifestement, là, faut que ça le fasse, quoi, parce qu'il y a un Atlantique à traverser. Et donc, ouais, je me souviens super bien parce que, forcément, moi, j'ai lâché ma petite larme, ma mère aussi, enfin, tu vois. En fait, c'est un moment où tu peux être fier de toi, tu vois. Parce que tu te dis, ok, c'est que le début, c'est vraiment le début de ce pourquoi tu t'es battu pendant 2 ans. Mais ça y est, quoi. Au moins, t'y es. Tu vois, c'est pourquoi tous les marins du Vendée Globe et tout, ils pleurent, quoi. Parce qu'ils savent que pendant ça, ils ont passé une carrière à essayer de faire le Vendée Globe. Et souvent, ceux qui montent des projets, ça va être 4 ans, non-stop. Et puis, quand je te parle de risque, là, c'est... tu vois, on me disait piou-piou, mais la mine 30, t'es piou-piou à côté, quoi. Tu t'embêtes pas de la même façon, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas du tout c'est pas le même rapport au risque, quoi. Aussi bien personnel que physique, que tout, quoi. Et non, j'avoue que là, le départ de la mini, je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Puis en plus, c'est la première fois que je traverse l'Atlantique, ça allait être la première fois que je quittais l'Europe. Donc, piou-piou. Clairement, ouais. Comment ça se passe la vie à bord ? La transat, elle a duré combien de temps qu'on puisse représenter ? Alors c'est en 2 étapes. Il y a une étape les Sables d'Olonne, La Palma aux Canaries et une étape Canaries, Guadeloupe. Et donc en fait tout cumulé, moi j'ai mis 29 jours
Et donc, en gros, c'est un tiers, 2 tiers, quoi, en termes de temps. Donc, j'ai mis 10 jours la première et du coup, à peu près 20 jours la deuxième. Donc, ouais, ça, c'était le temps passé à bord et surtout la vie à bord. Alors, ça dépend un peu des conditions météo, faut être honnête. Mais globalement, en termes de rythme, quand tu es près des côtes, tu es hyper vigilant parce que tu as les pêcheurs, tu as les plaisanciers, puis tu as aussi, souvent quand tu es près des côtes, ça veut dire que tu as encore tous les bateaux et tous les mini en course qui sont proches de toi, donc gros risque de collision. Et là, c'est un peu le truc éreintant parce que tu dors très peu, par tranche de 15 minutes. Et donc en fait, tu fais une micro-sieste de 15 minutes, puis tu vas direct sur le pont vérifier qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et qu'il n'y ait pas de pêcheurs, tout ça, parce qu'en fait, en France, c'est encore assez bien réglementé. La nuit, à peu près tous les pêcheurs ont la l'AIS, mais par exemple, au large de l'Espagne ou du Portugal, les pêcheurs n'ont pas la l'AIS. Et en plus, ils pratiquent une pêche où ils vont tendre plein de lignes de pêche entre plusieurs bateaux. Donc ça te fait un peu des convois de bateaux de pêche qui t'arrivent vers toi. Donc les seuls moyens de les voir la nuit, c'est une montagne de lumière que tu te dis, mais par où je passe, quoi. Et ouais, ça c'est un peu le côté sport, donc éviter les collisions. Après, en général, quand tu arrives à la Mini Transat, tu as passé quelques nuits en mer avant, donc si tu veux, t'es pas effrayé de la nuit, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut démystifier très vite. Quand tu fais de la course au large, même de la longue croisière, la nuit, le risque c'est que tu vois moins bien, mais le corps humain est quand même assez fou pour ça, tu vois. D'ailleurs, quand tu navigues, tu as ce qu'on appelle le sens marin. Mais la nuit, tu ressens beaucoup mieux les mouvements du bateau, l'équilibre de gîte, s'il tape ou pas, tu vois. Parce que du coup, tu fais appel à tous tes sens, pas que la vue. Et la vue, elle t'aide, mais pas forcément pour la gîte, tout ça, quoi. Ouais, en fait, c'est marrant, l'image qui me vient, c'est que la nuit, c'est comme si tu naviguais aveugle, mais que c'était pas forcément, handicapant. Dans le Ouais, sens où c'est ça. tu l'as dit, tous tes autres sens sont au taquet. C'est pas avec la vue que ça se joue, c'est sur d'autres sensations. Tu vois, j'avais pas mesuré ça sur la navigation de nuit. Ah la nuit, ouais, c'est uniquement la sensation. D'ailleurs, des fois, c'est même rigolo parce que, en fait, la nuit, tu vois pas trop les vagues, tu vois des grosses formes, quoi. Mais des fois, par exemple, la houle rentre pendant la nuit. Et du coup, quand les premiers annoncés, c'est ah, quand même, il y a de la mer. Et ouais, ça, c'est un truc qui m'avait marqué sur une étape de la Mini où la nuit était rentrée, enfin, la houle, pardon, était rentrée pendant la nuit. Et c'est au petit-déj, quoi, que tu dis ah, il y a quand même 3 mètres de creux. Je voyais que ça surfait bien, mais quand même. D'ailleurs, ouais, justement, j'avais envie que tu nous racontes un peu plus la gestion du sommeil. Tu disais en début de course, tu dors par tranche de 15 minutes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Faut faire beaucoup de siestes. Faut vraiment faire beaucoup de siestes. Parce que, tu vois, très vite, tu peux te cramer. Et donc, être en dette de sommeil. Alors, tu arrives à faire des nuits blanches complètes. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que si tu enchaînes trop de manque de sommeil, avec la fatigue, tout ça, déjà en mer, souvent, ça peut te causer du mal de mer. Et surtout, ça va te coller des hallucinations. Donc, au début, c'est hallucinations auditives. Alors, par exemple, dans mon cas, tu vois, j'ai l'impression d'entendre des clés de voiture qui tombent, des petites alarmes à droite à gauche. Donc en fait, ça te fait un peu sursauter, quoi, comme si tu entendais un bruit derrière toi. Mais c'est pas grave. Par contre, après, vient les hallucinations visuelles. Et là, tu commences un peu à être dans le rouge quand même. Par exemple, tu vois, je te parlais du Cap Finistère. Nous, on a pris une petite cartouche à ce moment-là, quoi. Pas mal de vent en plus, c'était auprès, donc une mer courte, beaucoup de vent. Et après ça, il y a eu beaucoup de grisailles. Et la majorité des bateaux, on n'a que les panneaux solaires pour recharger les batteries. Donc en fait, s'il fait gris et que tu utilises le pilote, ça veut dire qu'il va falloir que tu barres parce que sinon tu vas être en blackout. Et donc, comme plein de pimpins, on s'est retrouvé une bonne partie de la flotte à barrer pendant 2-3 jours. Parce que les batteries, en fait, elles n'arrivaient pas à recharger suffisamment la journée. Et donc là, tu vois, la grosse dette de sommeil, par exemple, moi, tu vois, plutôt que de faire mes 6 heures à peu près, entre 4 et 6 heures minimum par jour, et se passer en sieste de 15 minutes, là, je devais faire, je pense, 1 heure, 2 heures, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait ça pendant 3 jours, et j'étais complètement à la ramasse. J'avais une espèce d'hallucination un peu récurrente, tu vois, où je me disais, fallait pas que je laisse traîner mes pieds, sinon il y avait des petites souris qui allaient les croquer, comme si c'était une paire de pompes. Mais vraiment, enfin. Et en fait, c'était ça, tu vois, où là, tu vois, quand même, Coco, il va falloir aller dormir, parce que. Mais, priorité à la batterie. T'as de la lucidité quand ça t'arrive, les hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives? Ouais, alors, t'as de la lucidité, mais jusqu'à un certain point, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas trop d'histoire d'un mec qui s'est jeté à la baille parce qu'il faisait une hallucination, parce qu'il manquait de sommeil. Donc en fait, t'as un petit instinct de protection, quoi. Mais par contre, t'es quand même bien barré, hein. Il y a quelqu'un qui nous racontait, par exemple, qu'il écoutait
un podcast avec un marin célèbre, il se dit mais pourquoi je me prends la tête à barrer le bateau, il y a ce marin célèbre qui est à bord. Donc il part se coucher. Puis il s'est réveillé 2 heures plus tard, le bateau en friche en train de déraper, tu vois. Donc t'es lucide, mais t'es pas très très lucide non plus, quoi. On va Ouais, dire que t'es entre deux, le cerveau il te joue des tours. ouais, t'es quand même fragile, quoi. Ah ouais, là t'es esquinté, ouais. Il faut rester lucide, tu vois, pour les décisions techniques, la gestion de la météo et tout, c'est vraiment la ligne rouge à pas passer. Tout le monde en mini se fait avoir, mais quand tu passes sur des plus gros bateaux, c'est interdit, quoi. Parce que nous, on a des petits efforts. Donc tu vois, tu parlais de la gestion à bord, mais on se permet en fait de se faire aussi mal sur ces petits bateaux-là, parce que tu vas pas te faire couper en deux s'il y a quelque chose qui casse, quoi. Ou si tu fais une mauvaise manœuvre. Tu vas sur un bateau à 60 pieds, là, les bateaux du Vendée Globe, où des fois, t'es proche d'avoir presque 10 tonnes à certains endroits de charge. 10 tonnes qui cassent, c'est un drame, quoi. Si t'es à proximité, c'est une bombe. Et donc là, tu vois, tu fais tout vraiment de manière précautionneuse, tu prends le temps, tu as une vraie gestion du bateau, quoi. C'est l'avantage du Mini 650, c'est que, ok, les bateaux, il faut les gérer, puis il y avait des prototypes, il y a des points fragiles, tu vois, c'est des bateaux que tu peux démater en faisant une bêtise, hein, clairement. Mais tu as ce côté-là où le bateau, comme il est petit, bah, tu es très exposé, donc tu es très fatigué, tu prends beaucoup d'eau, tout ça, mais tu peux te permettre d'avoir des hallucinations sans te tuer. Tu vois le truc? C'est un peu... J'adore cette phrase. Et ce qui me vient, c'est qu'avec le manque du sommeil, bon, on peut être en fragilité psychologique, quoi. Et les émotions là-dedans, tu as été traversé par des choses up and down, des choses nuancées, ou là-dessus, tu as réussi à gérer. Et comment tu as réussi? Ouais, au début, c'est complètement les up and down, hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait, je pense, que quand on revient à terre, tu vois, t'as une espèce de petite déprime. Parce que justement, comme t'es dans un état un peu second, tu vois, toujours avec un certain niveau de stress, toujours avec un niveau de fatigue un petit peu avancé, tout ce que tu vis, sur les moments de joie, ils sont extraordinaires. Et les moments, bah, du coup, de down, ils sont vraiment bas, quoi. Et tu vois, bah, typiquement, il y a des grands champions qui arrivent à garder toujours humeur stable tout le long de la course, peu importe leur niveau de fatigue. C'est vrai que bah, moi, ça, pour la première étape, j'ai un peu galéré, tu vois, à essayer de rester stable, machin, parce que chaque fois qu'il se passait un truc, pour moi, c'était incroyable, c'était la mini transat, tu vois. Et dès qu'il y avait un truc pas bien qui se passait, c'était un peu relou, parce que tu disais, putain, franchement, bon, après, j'avoue que j'ai jamais eu de gros moments de bad, me dire, putain, ça y est, c'est fini la transat. Juste des trucs où tu dis, ouais, c'est pénible quand même, j'aimerais bien être tranquille 2 minutes avant d'avoir un truc qui pète. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de casse aussi sur la première étape. Donc, un peu sport, quoi. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour justement essayer de rester stable? Bon, alors là, franchement, c'est compliqué. Je sais que c'est un truc à travailler en amont. Donc, tu vois, il y en a beaucoup qui ont des préparateurs mentaux et tout, justement pour ça. Parce qu'à l'instant T, tu vois, c'est un peu comme si je te dis, là, maintenant, fais-moi 30 tractions. Si t'as Ouais. pas bossé pendant pas mal de temps avant à la salle, ça va être compliqué, quoi. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois, c'est vraiment un exercice ultra spécifique qui se travaille. T'as peut-être ça naturellement, t'es peut-être naturellement un lézard, quoi, de sang-froid. Mais, euh, mais non, c'est vraiment un prépa mental. Alors, je sais que j'en ai pas fait et je pense que ça sert, quoi. Par contre, je sais que moi, je déprime pas en mer. Tu vois, et même si c'est très long, je suis content d'être là, quoi. Donc en fait, quand j'ai des downs, c'est plutôt du genre, bah, tu vois, je vois un truc super beau et je vais t'émerveiller par ça, mais le petit moment de down, c'est que je me dis, ah, j'aimerais bien quand même que mes parents, mon frère, ma compagne soient là pour justement qu'ils puissent profiter de ce truc-là, quoi. Ou c'est, tu viens de réparer quelque chose, tu vas te coucher et putain, mais 20 minutes après, il y a un truc qui pète, quoi. Et en fait, tu viens juste de te battre pour remettre le bateau en état de faire la course, que de nouveau, c'est la cata, quoi. Et ça, moi, ça m'a saoulé parce que franchement, j'avais une avarie tous les jours ou tous les 2 jours, puis un truc important, quoi. Pas que tu peux laisser traîner, tu vois. Par exemple, si tu as une petite déco du bateau qui s'enlève, tu t'en fiches. Mais moi, je crois que j'ai commencé la tringlerie, en fait, la barre qui lie le safran au système de direction, à ta barre, quoi. Elle s'appelle une tringle de safran. Bah, ça, enfin, une barre de liaison, pardon, ça s'appelle. Bah, moi, la barre de liaison, elle a pété première nuit, je crois, du départ des Sables d'Olonne. Non, mais c'est pas possible. Et du coup, pareil, elle a cassé au moment où j'étais en train de retirer avec un couteau les petits cagnards qu'on te met, tu sais, avec le nom, le prénom, la tête du skipper, le nom de la course. Donc,
plutôt un bon moment, tu vois, en disant, bah, ça y est, je rentre dans ma course, j'enlève les cagnards pour pas que ça fasse de la prise au vent et tout, tu vois. Que dalle. 2 secondes après, j'avais pété le truc, le bateau il était en Y et moi je venais de me rentrer le couteau dans la main, tu vois. Et tu dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est mes moments de Dan à moi. Donc ça va. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens, tu vois, la solitude, c'est super dur, quoi. Pareil, là où j'ai eu du bol, c'est que j'avais pas de pression de compétition. Dans le sens où moi, mon bateau, c'était le 3e plus vieux de la course. Les voiles, j'avais vraiment les voiles les plus vieux de la course, il n'y avait aucun doute. En fait, j'avais aucune chance de performer, quoi. Je peux faire une belle course, mais je savais que je n'aurais aucun podium, même un milieu de tableau, ça aurait été inespéré. Donc à partir de là, moi, je casse un truc, si tu veux. J'ai pas une préparation de ouf pendant 3 ans, des sponsors qui vont m'attendre à l'arrivée et qui vont faire la tête. Moi, le seul truc qui risquait de m'arriver, c'est de pas arriver, quoi. Donc là, partant de là, si tu veux, la pression de la course, elle s'évapore et les downs, du coup, liés à la course, chez moi, ils étaient inexistants, quoi. Ouais, c'est une belle métaphore par rapport à l'entrepreneuriat, je trouve, parce que on pourrait être tenté, dans ton cas, d'être presque obsédé par la performance, tu vois. Enfin, 2 ans, c'est quand même énorme, hein. Tu disais que certains pouvaient préparer un voyage pendant 4 ans. Déjà, je trouve que 2 ans, s'engager de 2 ans, c'est énorme. Donc, tu vois, on peut se dire, je me suis préparé 2 ans, il faut que je sois le meilleur, il faut que je fasse la meilleure performance. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, tu te dis, bah, ok, mon projet, ça peut faire 2, 3, 4 ans que je le prépare et il faudrait que je sois le meilleur. Et je trouve que de se détacher de cette notion de la performance, c'est très libérateur, en fait, pour mener la course. Bah ouais, c'est vrai que ça t'enlève une grosse pression. Donc en fait, d'ailleurs, il y en a plein qui le racontent, hein, que cette pression de la perf, ça leur a gâché la course, tu vois. En fait, la règle, ce qu'on se dit souvent sur les pontons, c'est bah, fais gaffe et profite. Donc en gros, va pas tomber à l'eau, quoi, parce que t'es en solitaire, tu tombes à l'eau, souvent c'est quand même un mauvais signe, quoi. Tu tombes à la flotte, en général, bah, t'es fini, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la priorité 1. Mais après ça, tu vois, c'est tellement dur d'être au départ de ce genre de course, et c'est des événements tellement importants qui te font tellement rêver, tu vois, que quand tu y es, faut vraiment réussir à trouver le truc, quoi, pour au moins en profiter un petit peu. Mais par contre, c'est vrai que, tu vois, la pression de la course, elle s'évacue, mais tu vois, j'y ai pensé tous les jours. Tous les jours, j'écoutais les classements. Tous les jours, moi, je tirais sur le bateau. Et en fait, comme dès que je tirais dessus, ça cassait, je m'étais mis un objectif minimal de distance à faire par jour, tu vois, qui en gros pour m'autoriser à tirer sur le bateau pendant un certain temps et après en me disant, bah bon, voilà, faut que je suis calme parce que tu as dépassé l'objectif et tout. Ce qui est impensable, mais tu vois, dès que je savais qu'il y avait un bateau qui était pas loin, bah, notamment sur la fin de course, tu vois, où il me restait 3 jours, je commençais à. Tout le monde, en fait, ça fait entonnoir parce que tout le monde se redirige vers la ligne d'arrivée. Et donc là, tu recommences à voir, tu vois, des bateaux à la IS, tout ça. Là, j'ai tiré sur le bateau comme un fou furieux, quoi. Et parce que je savais que c'était les dernières heures de course, que je pouvais me faire plaisir. Et là, j'étais complète à fond. Et tu vois, c'est. Mais moi, ça, clairement, j'ai regretté de ne pas pouvoir tirer sur le bateau comme ça, toute la course, à me bagarrer, machin. Mais parce que j'aime ça, quoi. En fait, ça me déprime pas de me faire doubler, ou au contraire, de doubler des gens. Je me sens pas. C'est pas un truc qui me tétanise, quoi. Par contre, on en reparlera après 2027, parce que là, tu vois, là, c'est ce que je te disais, je fais un nouveau bateau, full option, avec, j'espère, un bon budget pour être performant. Là, ce sera pas la même histoire du tout, parce qu'il faut vraiment essayer de gagner, quoi. Ce que je vends aux gens, c'est d'essayer de gagner, donc c'est pas du tout la même approche. On va en parler après, mais j'avais quand même une question sur la solitude. Je voulais savoir comment t'avais savouré justement ce temps seul à bord de ton bateau, parce que tu parlais avant de ces moments d'émerveillement que tu aurais aimé partager avec tes proches, avec ta compagne ou avec tes parents. Mais finalement, comment t'as vécu cette solitude ? Bah déjà, t'es tranquille quand même quand t'es tout seul. Pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de moments où tu peux rester comme ça 2, 3, 4 jours, où il n'y aura pas un bruit, pas une personne pour critiquer ce que tu fais, machin. Même si tu fais n'importe quoi. Donc, t'es ton propre critique. Et ça, c'est vachement... Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que moi, pour le coup, la solitude... bah, je me suis jamais vraiment posé la question de la solitude en tant que telle, parce que j'étais en train de faire un truc de ouf qui était de traverser l'Atlantique. Puis on est très occupé, hein. On a l'impression comme ça que t'as rien à faire sur un bateau, machin, mais nous on fait la course, quoi. Si t'as rien à faire, ou tu dors, ou tu règles tes voiles, ou tu répares un truc. Donc si tu veux, t'as toujours quelque chose à faire, quoi. De temps en temps, tu manges, et tu vois, tu prends un peu soin de toi quand même. Crème solaire, ce genre de choses. Mais non, la solitude, clairement,
c'était plutôt des bons moments, quoi. Enfin, moi, de ce côté-là, j'en garde super bon souvenir. Comme je te disais, les seuls moments où on peut dire que la solitude pesait un peu, c'était plutôt parce que j'aurais bien voulu montrer ce que je vivais aux gens proches de moi, quoi, à qui je le raconte tout le temps et qui voient tout le temps les étoiles dans les yeux, qui me voient sourire quand j'en parle. Et en fait, tu vois, pour essayer de leur faire comprendre un peu ce qu'on va chercher, quoi, à monter des projets pareils, à se mettre en gros autant en danger pour ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, typiquement, ma mère, elle est passionnée de dauphins. Tu vois, il y a des moments où il n'y a pas un brin d'air et tu es en train de péter un plomb à bord du bateau parce que ça avance pas, parce que tu crames au soleil, tu vois. Ou des fois, il n'y a pas un brin d'air, il flotte. Et d'un coup, tout ça, en fait, ça disparaît parce que même si tu es tout seul, tu as 200 dauphins qui tournent autour du bateau. Et ça, c'est des trucs extraordinaires, tu vois. En fait, je sais pas, c'est de la solitude, mais tu pars pas faire des tours de piscine tout seul pendant 2 semaines. Tu vas faire un truc extraordinaire. Tu vois, je me suis souvent fait la remarque pendant la mini transat, mais quand tu es au milieu de l'Atlantique, tout ça en solitaire, tu te poses la question, bon là, globalement, on est combien en solitaire au milieu de l'Atlantique, quoi? Il y a tes concurrents, peut-être 4, 5, 6 bateaux de mecs un peu fondus qui décident de faire un trip comme ça, tu vois. Mais sinon, en fait, c'est juste. Moi, je le mets plutôt dans la catégorie où c'est pas de la solitude, c'est une expérience exceptionnelle. Après, tu vois, comme je te dis, je suis pas parti 6 mois, quoi. mais je l'ai plutôt vécu comme ça, quoi. Par contre, je pense que, tu vois, admettons, là, j'aurais eu un super projet, super sponsor, machin. Tu vois qu'il n'y a rien qui va, c'est super dur. Là, je pense que la solitude elle te pèse parce que, tu vois, c'est quand même hyper réconfortant, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui te plaindre. Tu vas te dire, putain, franchement, j'en chie. Et tu vois, par exemple, moi, c'était plutôt, tu vois, plutôt que la solitude, c'était le stress à bord. Parce que comme je savais que tout pétait sur mon bateau, en fait, j'ai jamais dormi tranquille, quoi. Et par exemple, parce que la mini transat m'a apporté comme expérience, tu vois, c'est pas, on pourrait presque parler de préparation mentale. C'était mon petit rituel avant de m'endormir. En fait, typiquement, tu vois, la sieste, il faut qu'elle soit efficace. Donc, faut pas que tu mettes une demi-heure à t'endormir. Sinon, en fait, ton réveil il sonne, que t'as pas dormi, donc tu ressors regarder, puis tu recommences tout ton cycle, quoi. Et donc, moi, je me prenais, pas tout le temps, mais des fois, je prenais un petit bout de chocolat avant. Comme ça, tu sais, c'est un petit truc sucré un peu doux, ça te détend. Et en fait, alors au début, je pensais à la sensation de quand j'étais chez moi, dans mon lit, avec ma compagne, où tu sais, c'est vraiment un moment de détente. Tu vas passer une bonne nuit, quoi, tu vois. T'es vraiment relax. Et donc, en fait, très vite, ça va descendre la tension. Mais, en fait, ça me faisait surtout penser au fait que, du coup, elle était pas là. Et donc, tu vois, j'avais pas de truc à lui montrer, et tout ça. Et donc, en fait, autant j'étais détendu, autant j'avais le cerveau qui travaillait trop pour m'endormir. Et donc, en fait, après, j'ai fait un truc un peu différent. C'était de penser vraiment à la sensation que j'avais à ce moment-là. Pas au moment où je vais me coucher, qu'il y a ma copine qui est là, tout ça. Vraiment, qu'est-ce que je ressens quand je me couche avec ma copine. Et du coup, en fait, c'est plutôt essayer de te concentrer sur, tu vois, ton corps, ta respiration, où tu sais que tout ralentit. Et en fait, c'est ça qui était vachement intéressant, tu vois. Donc, pour t'endormir plus vite. Donc, au final, pour être plus performant en course. Mais, tu vois, tu vas chercher la douceur pour être plus méchant sur le bateau, quoi. C'était une brise irrégulière, des bouffées capricieuses venant de la côte. Elle passait, et la mer se déridait aussitôt après leur passage. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Mais ça, c'était vraiment, je pense, plus que la solitude. Ça, tu vois, c'est vraiment un truc qui est revenu en permanence, où c'était vraiment très spécifique à ce truc-là, quoi. Enfin, j'ai encore une sensation assez précise des moments où j'arrivais à l'appliquer correctement, tu vois, et je sentais que tout le stress s'envolait un peu. Ça faisait presque comme une sensation un peu de flottement, et boum, tu dors, puis réveille, puis c'est reparti. Mais ça, c'était important, ouais. Alors, 2 choses. La première, c'est une invitation pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est effectivement ce scan corporel avant de dormir. Pourquoi c'est important pour moi de proposer cette invitation? Parce que dans l'entrepreneuriat, souvent, beaucoup te parlent de la facilité à arrêter de travailler, mais de la difficulté à arrêter de penser au projet. Tu vois, quand tu débutes ton activité. Tu vois, tu peux arrêter d'être dans ton bureau, mais continuer de penser pendant le week-end à ton projet. Et donc, l'invitation que j'ai envie de proposer aux auditeurs, ce serait de mettre en place ce petit rituel très sensoriel et très corporel, je te remercie,
pour essayer de le mettre en place dans votre sommeil en tant qu'entrepreneur pour voir si ça amène une facilité à s'endormir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, quand tu parles de la Mini Transat et de la vie à bord, moi, j'ai une sensation très fractionnée en termes d'énergie. C'est-à-dire un peu comme dans un sport de combat où tu vas avoir les temps de récupération, comme à la boxe, tu vois, où tu vas avoir des temps de récupération, où tu es en économie d'énergie, où tu vas respirer, où tu vas te reposer de façon très, on va dire, succincte, quoi, très courte. Et puis, bam, 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 tu bastonnes parce qu'il y a un truc qui pète, parce que le vent arrive, parce qu'il y a une tempête, de la houle, un imprévu. Ça te parle, cette comparaison ? Alors, c'est assez juste parce qu'en fait, alors il y a des parties, tu vois, on va dire c'est toi qui mets le rythme. Donc tu vois, ou par exemple avec la météo, bon en mini, la météo elle est très limitée, hein. C'est un bulletin qu'on reçoit par la radio. Enfin, on nous dicte en fait des prévisions qu'on vient noter sur un tableau. Et après, c'est à nous d'établir notre stratégie météo par rapport à ça, tu vois. Donc, où est-ce que tu décides d'amener le bateau? Tu vois, plus au sud, plus au nord, par rapport aux conditions météo, quoi. Mais donc ça, tu prévois. Tu vois, un empannage, un virement, tu sais que ça, globalement, dans 6 heures, tu vas le faire, donc tu prévois tes trucs. Par contre, typiquement, comme tu as dit, tu vois un grain. Donc un nuage qui arrive, qui amène une grosse surcharge de vent. Donc en fait, tu te retrouves beaucoup trop toilé. Donc souvent, le bateau, tu perds le contrôle, il part au tas, donc il va se coucher sur l'eau. Ça, c'est branle-bas de combat, tu vois. Tu prends la foudre, comme en boxe, où tu vois, tout se passe bien, d'un coup, bam, tu prends un coup, et tu vas te faire un peu allumer, quoi. Et là, c'est exactement ça. Donc en fait, t'as un rythme précis où tu vois c'est très répétitif, t'enchaînes sommeil, réglage, dodo, sommeil, enfin ouais, tu te nourris un peu, mais c'est en gros tu essaies au maximum de récupérer parce que faut être disponible à tout instant, quoi. Et c'est un peu ça le truc, c'est que du coup comme tu es en permanence en train d'aller regarder le bateau, si tout se passe bien, de vérifier tu vois que t'es pas un truc en train de casser, que tes réglages sont corrects, tu regardes les grains, tout bête, hein, mais même sur l'Atlantique tu peux te permettre de faire des siestes d'1 heure, 1 heure et demie parce que tu croiseras personne. Enfin, peu de monde. Mais en 1 heure et demie, il peut y avoir un très gros grain qui arrive. Et la journée, les grains, tu les vois. La nuit, tu les vois pas. Donc, c'est pas la peine de se poser trop de questions. Mais la journée, tu les vois arriver, quoi. Donc, c'est dommage de se faire piéger par un grain la journée. Surtout quand tu sais que stratégiquement, si tu vois un grain arriver, tu peux essayer de te placer pour faire un petit peu accélérer le bateau, profiter d'une légère survente, quoi, par rapport à tes concurrents. Donc là, tu vois, c'est un peu ce côté où effectivement, comme tu vois, j'imagine un combat de boxe où tu es vraiment en train d'observer tout ce qui se passe pour être un petit peu opportuniste surtout, quoi. Donc, très bien sur les réglages du bateau ou sur le sommeil, qui sont un peu les deux trucs que tu fais le plus, quoi. Mais effectivement, ouais, il y a des moments où. En fait, moi, je trouve que c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut être disponible à chaque instant et disponible à 100%. Donc, en fait, tu dors, tu es en train de te reposer parce que tu es cramé, et ben là, tu as une casse sur le bateau, tu as un grain, tu as un risque de collision. Tu es disponible à 100%. C'est-à-dire que tu ressens, il n'y a pas histoire de t'es fatigué, tu te frottes les yeux, quoi. C'est tu te mets 2 claques et c'est parti. Et en fait, c'est ça le truc où je pense qu'il y a peut-être un truc un peu similaire, tu vois, où, dans ces sports de combat où c'est vraiment l'affrontement, quoi. C'est, c'est un peu, toi, bon là, c'est toi contre toi-même, quoi, ou toi contre les éléments, même si on peut pas vraiment dire qu'on fait un face-à-face avec la mer, hein. C'est plutôt on compose. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Enfin, j'ai un peu ce ressenti-là, ouais, effectivement. Et tu as l'air de dire que le sommeil est plus important que le fait de se nourrir, mais comment tu te nourris sur le bateau ? Alors si, hein, c'est aussi important, c'est juste que ça prend moins de temps. C'est que tu te fais 1 ou 2 repas, tu vois, et puis tu grignotes. Et le sommeil, tu vas pas avoir d'hallucination si tu manges pas, quoi. Par contre, si tu manges pas, t'es faible, t'es malade, parce que avoir le ventre vide, ça donne le mal de mer, faut le savoir. Et donc oui, c'est clair que si t'as une mauvaise alimentation, très vite, t'es dans le rouge, quoi. Et sur les bateaux, alors en général, on a des lyophilisés ou des apertisés. Donc en gros, on fait chauffer de l'eau et soit on met un petit sachet au bain-marie dans l'eau chaude et donc ça le réchauffe, tu vois, et puis on le mange comme ça. En gros, c'est un peu comme une conserve mais dans un sachet souple. Soit c'est un peu de la bouffe d'astronaute, quoi. Donc c'est de la poudre, clairement. Tu viens réhydrater, tu fermes, tu mélanges un peu, tu vois, et puis t'attends que tout regonfle, que tu puisses manger ça, quoi. Donc il y en a qui sont assez bons, faut être honnête, même si je pense que c'est très bon parce qu'on est en mer. Tu mangerais ça à la cantine, tu pèterais un câble. Mais il y en a qui sont assez bons, il y en a qui sont vraiment moins bons. Et tu vois, typiquement, un truc aussi, un bon conseil là-dessus, c'est de tester la nourriture que tu prends en mer. Si tu as l'occasion, tu vois, de l'avoir mangé sur des courses avant, des navigations, et tu repères les marques, parce que déjà, il y a des plats que tu vas kiffer. Par exemple, il y en a un là que tout le monde connaît un peu à Lorient,
c'est le risotto, quoi. Poulet cèpe. Bah, celui-là, quand il apparaît dans les rayons, et 8 heures après, il n'y a plus rien, quoi. Tout le monde se précipite parce qu'il est particulièrement bon. Mais tu vois, moi par exemple, je me souviens, j'avais un plat là, c'était un espèce de truc, il y avait une quantité de bouffe monumentale dedans, c'était impossible de le terminer, mais c'était dégueu. C'était un espèce de couscous, tu vois, mais tout, c'est par exemple, tu distinguais pas la carotte du poulet. Ah merde. C'était que des petits cubes de je sais pas quoi d'ailleurs, du coup. Et tu voyais manifestement que sur le papier, sur l'emballage, hein, c'était un couscous poulet légumes. Et, ça avait que le nom, quoi. Et ça, tu vois, bah, c'était un truc vraiment pas cher et j'en avais plein. Bah, ça m'a rendu malade. Et en fait, parce que je pense que dedans, ils mettent trop d'additifs, trop de conneries, donc ça, c'est bien. Tu vois, l'alimentation, elle est aussi hyper importante, quoi. Je sais qu'il y en a plein qui se font carrément des trucs journaliers, tu vois, de cacahuètes et tout, pour être sûr que s'ils ont terminé leur sachet, ils ont la bonne dose calorique pour que la journée, elle passe bien, quoi. Moi, c'était un peu plus à l'arrache. Je sais que j'avais 2 repas par jour, et après, tu vois, je m'étais fait un peu dispatché dans les sachets, les tablettes que j'aimais bien, que j'aimais pas, parce que du coup, on m'a donné plein de trucs. Donc c'était super sympa, mais il y a plein de trucs que j'aimais pas, tu vois. Sauf que j'étais pas en position de pas les emmener. Donc j'ai emmené quand même. Et tu vois, en gros, pour pas me dégoûter, je m'étais mis des trucs pas très bons, surtout les premiers jours. Et comme ça, tu vois, je savais qu'après, plus ça devenait dur, et plus j'avais des trucs bons à manger, quoi. Mais de temps en temps, tu vois, il y avait un truc, je me souviens, une brandade de morue. Bah, j'aime vraiment ça d'habitude, mais là, impossible, quoi. Je pense que j'ai pris 2 bouchées et j'ai jeté le truc. Et je me souviens de ce moment, bah, tu vois, tu parlais vraiment des bads, là j'étais dégoûté, quoi. Parce que tu prends le temps de faire chauffer l'eau. En plus, quand il y a de la mer, on a des jet boils, mais c'est vraiment comme un réchaud, tu vois. Et donc, sauf que ça te fait bouillir l'eau en moins d'1 minute. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant, quoi. Par contre, du coup, il y a un risque de s'ébouillanter qui est assez certain. Tout le monde s'est au moins cramé une fois dessus. Mais tu vois, donc quand tu fais chauffer l'eau, que tu arrives à sortir ton plat, que tu t'es pas cramé, c'est-à-dire que tu as pris le temps de le faire, c'est ta petite fierté, quoi. Et quand tu vas manger ton plat, en plus, tu vois, souvent, quand tu te fais ça, c'est des horaires un peu à la con, tu vois, tu te fais pas manger à 19h. Et je me souviens, typiquement, je pense qu'il devait être 2h du mat, quoi. Non, parce que tu vas manger ton plat, puis après, du coup, tu vas barrer un petit peu, régler le bateau, tu vas aller te coucher, tu vas être dans un super mood. Et là, le plat, il est dégueulasse, quoi. T'es dégoûté. Et ouais, ça, je me souviens, mais non, l'alimentation, en fait, c'est hyper important, mais c'est pas le truc qui prend le plus de place, quoi. Par contre, c'est un vrai facteur de performance. Si tu as une bonne alimentation, si tu es régulier dans ton alimentation, tu sais que tu as toujours le bon apport d'énergie. Et donc, si tu veux, après, il te reste plus qu'à gérer le sommeil quelque part, quoi. En fait, disons que quand t'es claqué, que t'es pas bien, bah, tu sais que le problème, c'est le sommeil. Tu sais que c'est pas parce que tu as mangé, par exemple, que de la viande pendant 3 jours. Et qu'en fait, là, clairement, tu manques de sucre. Tu vois, c'est bête, mais c'est un peu ça. Merci, ça, j'adore. Je suis dans le bateau avec toi, avec la casserole qui déborde. Merci. J'avais envie de te demander de tes meilleurs souvenirs d'émerveillement sur cette mini transat. Tu parlais des dauphins tout à l'heure. D'autres souvenirs à nous partager? Bah, en vrai, j'en ai plein, mais tu vois, bah, j'en ai plusieurs, mais déjà un qui était assez incroyable, bah, comme tu disais, tu vois, c'était le départ. Tu vois, je me souviens de reprendre le chenal et tout, je me dis, mais j'ai encore rien fait, et je suis déjà aux anges, quoi. Donc ça, c'est assez fort. Euh, Quand on a passé le Cap Finistère, tu vois, je te disais, j'avais eu mes hallucinations parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil et tout. Et ben en fait, après, le soleil est revenu, et en fait, on a eu un coucher de soleil magnifique avec le soleil qui se couchait au large et une super lune qui se levait avec au loin les falaises de la côte portugaise. Et l'eau magnifique. En plus, c'était le début des Alizés, donc on sortait enfin le spi, tu vois. Et ça, mais c'était génial. Pareil, quand on est parti du coup de la deuxième étape, donc quand on est parti de La Palma aux Canaries pour aller en Guadeloupe, en fait, faut savoir qu'à La Palma, il y a un ciel qui est particulièrement dégagé et tu as beaucoup d'observatoires astronomiques. Et bah forcément, quand le soleil se couche, tu as des paysages incroyables, quoi. Et tu vois, je pense que c'est les plus belles lumières avec la Méditerranée que j'ai vues dans ma vie, quoi. Après, c'est pareil, c'est les premiers oiseaux aussi. Parce qu'en fait, quand tu vas du côté des Caraïbes, tu as des oiseaux un peu exotiques, quoi. Tu vois, les frégates et tout. En fait, c'est des oiseaux qui sont gigantesques. Quand toi, tu as l'habitude, quand le plus gros cuicui que tu as déjà vu, c'est un goéland, tu vois une frégate, c'est balèze, quoi. Donc, de voir ça planer comme ça et tout, c'était super beau.
Il y a une nuit aussi qui était incroyable où tu avais une lune, mais qui éclairait de fou. Et je me sens que j'avais même pas besoin de la lampe frontale pour me repérer sur le bateau, quoi. Donc, je me souviens, j'ai passé la nuit à barrer parce que c'était hyper agréable. Tu voyais les vagues et tout. Et en fait, du coup, tu voyais les poissons volants la nuit. Et donc, tu vois les poissons volants qui volent et dans le reflet de la lune. Enfin, franchement, c'est des paysages de film, quoi. Tu vois pas ça en vrai, normalement. Et donc, ça, j'avoue que, ouais, bah, tu vois, c'est ces moments-là où tu rêverais que tu puisses claquer des doigts et tous les gens que t'aimes qui profitent de ces moments-là avec toi, quoi. Ça, c'est vraiment des moments de grâce où tu vois, t'as le vent parfait, la mer, nickel, le bateau il surfe, tout va bien, c'est extra, quoi. Et ouais, ça c'est. Mais je pense que c'est à la base, hein. Il y en a beaucoup qui font de la voile de compétition parce que la compétition. Mais je pense que c'est quand même compliqué d'être insensible quand tu fais de la course au large, aux paysages que tu as la chance de croiser, quoi. T'as pas toujours le temps de les observer, hein, c'est sûr. Mais ouais, c'est quand même assez incroyable. Tu vois, même mon arrivée, je me souviens que j'étais dégoûté d'arriver en Guadeloupe. Je me dis, c'est déjà fini, quoi. Alors que pourtant, c'était raidos, hein. Mais ma copine était morte de rire parce que j'ai une vidéo où je pense, il me reste encore 10 ou 12 jours de mer. Et quand même, j'y pense, parce que ça veut dire que dans 10-12 jours, je vais arriver, je suis dégoûté, quoi. Alors que ça se trouve, dans 3 heures, la course était pliée, tu vois. Je tape un truc, le bateau fini. Mais, tu vois, pareil, je me souviens à l'arrivée en Guadeloupe, je suis arrivé au petit matin, et donc en fait, t'as tous les grains, donc tous les gros nuages qui viennent et qui s'arrêtent sur le relief de la Guadeloupe, quoi. Et donc t'arrives déjà, tu commences à voir la montagne, parce que c'est quand même, je crois que c'est une île volcanique à la base, donc tu vois, c'est très vallonné, et donc tu vois du coup le dessin de la Guadeloupe, puis plus t'approches, plus tu vas t'es accompagné par les nuages et le lever du soleil, tu vois, donc les lumières déjà elles sont folles. Puis plus t'avances, plus tu commences à voir l'eau qui est quand même turquoise, quoi. C'est les Caraïbes, faut pas déconner. Et on va pas au goulag, hein, on n'est pas fous. C'était une merveille, une fête des yeux, que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. 20 milieux sous les mers, de Jules Verne. Et là, tu vois, t'avances, puis d'un coup, tu commences à voir des couleurs qui apparaissent, quoi. Et donc, le vert des cocotiers. Et donc, t'avances, puis là, d'un coup, tu distingues les plages. Et donc là, t'as l'eau turquoise, le soleil qui se lève, les plages, les arbres, les grands palmiers, tout. Enfin, c'est fou, quoi. Et tu vois, et pourtant, c'était à l'arrivée. Et juste avant, enfin, ce matin même, j'avais cassé mon dernier ski. Et donc, je me souviens être resté au tas 15 minutes avec mon spi qui s'était enroulé autour d'un truc, c'était complètement déchiré. Mais tu vois, donc j'avais pris cher, mais c'était quand même incroyable, quoi. Et tu vois, te rapprocher comme ça de la ligne, voir tout ce que t'es venu chercher, ça y est, t'es arrivé, quoi. Et ça, ouais, c'est des moments forts. C'est super fort. Ça donne envie d'y retourner, en fait. Ouais, clairement. Comment s'est passé ton retour sur Terre? Je sais pas si j'ai vraiment atterri à un moment donné. Parce que si tu veux, j'ai passé la ligne. Il y a un bateau tout de suite, tu vois. En fait, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est le changement de rythme. Parce qu'en fait, t'es tout seul et d'un coup, t'as la radio qui te dit que t'as passé la ligne, t'as un Zodiac qui vient, t'as un protocole pour arriver, tu baisses tel voile, tu suis le chenal, parce qu'en fait, il y a quand même des récifs juste à côté. Nous, on arrive à Saint-François. Et donc, t'as un chenal, il faut vraiment le respecter, quoi. Parce que tu vois les cailloux qui dépassent. Et après, t'es vite, t'es pris en remorque. Donc, en fait, tu barres ton bateau, mais t'as plus de voile à gérer. Puis après, on te donne une place, t'arrives au ponton, puis du coup, t'as des gens qui t'accueillent, machin. Et ça fait bizarre, tu vois, parce que ça enchaîne assez vite. Mais non, moi, je suis resté la tête dans le bateau, hein, parce que, tu vois, une fois passé le moment de l'arrivée, c'est le gagnant de la course, d'ailleurs, qui était venu, je suis arrivé très tôt. Et je pense que c'était 7h du matin, et comme tout le monde avait fait la fiesta, si tu veux, il n'y avait pas grand monde debout, où il était à peine de se coucher. Et donc, tu avais le gagnant de la Mini Transat qui était venu m'accueillir, donc super sympa, tu vois. Et il m'avait proposé d'aller prendre une douche chez lui. Et donc, je pense qu'à 10h, j'étais rentré propre, enfin nickel, quoi. Et là, direct, je suis dans le bateau et je vais commencer à faire un cahier des charges du prochain Mini que je voulais faire, tu vois. Oui, je suis en train de construire là. Après, en fait, t'attends un petit peu, j'ai récupéré mon téléphone parce que nous, on fait cette course-là, elle est sans moyen de communication longue portée. Donc toi, t'as qu'une radio, une VHF à bord, c'est un truc qui porte à 20 km dans le meilleur des cas, quoi. Et sinon, en fait,
alors c'est vraiment un vieux truc, mais c'est une radio BLU. Donc c'est ce qu'avaient nos grands-parents, tu vois, quand ils traversaient l'Atlantique et tout. Donc t'as des antennes grandes ondes, mais pour nous c'est que de la réception, quoi. On n'a pas de téléphone à bord, on n'a pas internet, on n'a rien. Et du coup quand t'arrives, du coup tu redécouvres ton téléphone, tu redécouvres Instagram, tout ça. Et ce qui est super drôle, c'est que du coup, déjà ça t'a pas manqué, et surtout, tout te semble incroyable, quoi. Genre tu regardes une vidéo d'un mec qui fait un réel sur Instagram d'un double salto arrière. En fait, t'en vois 30 par jour, des trucs comme ça. Et toi, c'est waouh, mais c'est incroyable un double salto arrière. Donc, si tu veux, t'as ce truc-là, c'était un bon sevrage, quoi. Mais non, c'est surtout, tu vois, en fait, ton premier réflexe, c'était aussi d'appeler tes proches, qu'on peut être nouvelles. Eux, ils ont aucune cartographie. Donc, tu vois, ils s'imaginent, ils voient quand t'es lent, quand t'es rapide, que tu vas un peu au nord, un peu au sud. Ils voient ta route un peu quasiment en instantané, quoi. Mais ils ont aucune idée de ce qui se passe à bord. Et donc quand tu arrives, premier réflexe c'est d'appeler ta maman pour lui dire que t'es entier, t'es pas rentré avec une jambe de bois, tu vois. T'appelles ton papa, moi j'ai appelé mon petit frère, ma copine et tout, et puis ouais, forcément, quoi, ma famille. Mais oui, l'atterrissage, pour moi, je suis pas atterri, quoi. C'est mort, je peux pas. Puis c'est qu'il faut continuer de rêver, quoi. Justement, on arrive dans la dernière partie de cette interview. Le prochain rêve, tu es déjà en train de le préparer. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, complètement. Du coup, je vais refaire la Mini Transat, toujours sur un prototype. Donc comme quoi, ça m'a pas dégoûté du tout. Mais ce coup-ci, en fait, comme j'ai beaucoup plus d'expérience et que j'ai déjà vécu un projet poussif, en fait, ça m'a donné énormément de clés pour réussir celui-là, quoi. Donc, si tu veux, arrivé de la Mini Transat, j'ai fait un cahier des charges. Et du coup, comme je suis à la fois ingénieur mécanique et architecte naval, puis que je navigue, je bosse sur des bateaux de course, en fait, je me sentais avoir un bon bagage pour dessiner un bateau, tout ça, quoi. Alors, avec un peu de modestie quand même, parce que c'est assez facile de faire un mauvais bateau, hein. Non, mais dans le sens où j'ai posé énormément de questions à des gens qui sont vraiment excellents dans leur domaine. Et en fait, j'ai un peu bénéficié de l'expérience de tout le monde, tu vois. Le truc, c'est que on est quand même à une époque où, tu vois, produire pour produire, c'est plus vraiment à la mode. C'est-à-dire, tu vois, faire un bateau en carbone, qui est quand même un matériau assez polluant et tout, juste pour faire un bateau en carbone, c'est un peu nul. C'est génial de manière scientifique, mais humainement parlant, si tu veux, nous, ce qu'on fait, ça porte quand même un super message, quoi. Faire de la course au large, tu vois, c'est une course, mais c'est dans l'imaginaire des gens, il y a un promis, puis après que des voyageurs, quoi. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir justement essayer de monter un projet performant et avec un peu de valeur. Et donc là, l'idée, c'était un bon boulot de harcèlement de fournisseurs, mais tu vois, de récupérer un peu plein d'éléments qui existent déjà et de me faire un peu un bateau à la mode Frankenstein, tu vois, avec plein de récup de partout, mais pour le coup, vraiment d'essayer d'en faire un bateau super performant, quoi, pour essayer d'aller gagner des courses, taper les podiums, exister en course, quoi. Donc, morale de l'histoire, je suis actuellement en train de construire un super bateau. Et avec plein d'éléments récupérés, tu vois, pour l'anecdote, la coque, elle est faite à partir de carbone déclassé de l'industrie aéronautique. La structure du bateau, c'est des chutes de planchers d'avion. Tu vois, là où tu marches quand tu vas à ton siège, en fait, ça, c'est des planchers en carbone faits avec une qualité extraordinaire. Et donc, pour l'industrie navale, ça, c'est pour les petits bateaux comme moi je fais, c'est hyper précieux, en fait. Pour eux, pour l'industrie aéronautique, c'est des déchets. Pour moi, c'est une mine d'or. Donc... Ouais, justement, je trouve que dans la génération actuelle, il y a cette sensibilité écologique qui fait que ce qui est déchet aujourd'hui et qui n'est pas du tout ancré encore dans les cultures industrielles, tu vois, le déchet n'est pas encore devenu de l'or, mais grâce à des projets comme ça, on commence à mesurer à quel point ces déchets-là sont hyper importants et seront l'or de demain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà cette... pour moi, c'est une transition qui est à l'œuvre grâce à des projets comme ça. Et surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est que, tu vois, on peut être critiqué dans le sens où, effectivement, je construis un bateau, donc c'est un déchet de plus dans 30 ans, quoi. Mais là où les gens ne se rendent pas compte, c'est l'impact que ça a sur tous les autres chantiers qui se disent, mais attends, mais lui, s'il a réussi, nous aussi on peut le faire. Et puis financièrement, c'est intéressant puisque c'est des déchets, ça se vend moins cher. Et en fait, tu vois, là, le chantier où je fabrique mon bateau, eux, l'idée, c'est de les mettre en contact avec mes fournisseurs pour qu'ils puissent récupérer cette matière-là pour l'intégrer dans un projet de construction. Et là, moi, j'ai tout gagné, tu vois. Parce qu'en fait, un truc comme ça, direct, ça a du sens, direct, ça a de l'impact. Et pour le coup, ça marche, en fait. C'est pas juste un coup de com'.
Donc ça, ouais, moi, ça me fait pour le coup, c'est satisfaisant, quoi. Puis, du coup, ça aurait été trop simple. Mais s'il y avait eu que ça. Mais non, l'idée, c'est aussi, du coup, je suis super content qu'il me fasse confiance, mais je suis devenu ambassadeur du don d'organes. Alors moi, j'ai pas des millions d'euros à mettre dedans. Par contre, moi, j'ai un bateau et c'est un espace publicitaire assez sympa, quoi. Donc, ce que je leur ai proposé, c'était, s'ils me faisaient confiance, de naviguer sous les couleurs du don d'organes. Donc, j'aurais un grand ruban vert dans les voiles pour que les gens, en fait, connaissent la cause. Parce que, tu vois, typiquement, le message, il est assez fort, quoi. Le but de cette association-là, sur le don d'organes et de tissus, c'est simplement de dire que quand on décède, en fait, la loi dit que naturellement, tu es donneur d'organes. Le problème, c'est qu'en général, quand toi, tu perds la vie, on va demander à tes proches si tu étais contre ou non. Et comme tu n'en as jamais parlé, tes proches, pour être sûrs de respecter ta volonté, vont dire, dans le doute, on dit non. Et en fait, comme ça, ça empêche de sauver des gens, quoi. Et c'est ça qui est tragique, tu vois. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que leur slogan, c'est juste entre proches, on se le dit. Et c'est tout ce qu'ils cherchent, tu vois, de tuer ce tabou autour, du coup, du don d'organes, de la mort, tout ça. Enfin, c'est. Du coup, une invitation pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, c'est peut-être d'aborder cette question-là, en tout cas de sonder, en tout cas pour vous, comment vous êtes là-dessus, sur le don d'organes, de vous poser cette question sur le don d'organes. Prochaine invitation. Et j'imagine que quand ton bateau sera prêt, tu pourrais aussi emmener des gens de l'association sur le bateau, c'est prévu? Complètement, au contraire, tu vois, je trouve que c'est un super bel objet, puis c'est une vraie passion, puis je pense que eux, ça peut les sortir aussi de moments durs, tu vois. Donc en fait, puis je pense aussi quelque part, tu as de la fierté. Quand tu t'investis fortement dans une association et que tu vois qu'il y a des gens, normalement, tu vois, le sponsoring, c'est réservé à des grosses boîtes, en règle générale. Et donc quand tu vois en fait qu'un truc qui est généralement réservé à une petite élite porte le message, c'est pourquoi toi tu t'investis, tu te bats un peu tous les jours, je pense que ça te motive, ça te fait plaisir, quoi. Tu vois, ça te rend fier. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. C'est le mouvement et l'amour. C'est l'infini vivant. 20 milieux sous les mers, de Jules Verne. Pour le coup, le but du jeu de ce projet-là, c'est quand même d'embarquer le maximum de monde. Et tu vois, on parlait de responsabiliser les jeunes ingénieurs. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'avec mon école d'ingé, en fait, je leur donne plein de sujets du bateau, tu vois, des problèmes techniques, parce qu'un bateau, c'est un vrai problème technique. Il y a sur un bateau de course en tout cas. Du coup, ce qui est rigolo, c'est que moi, je le dis, quoi. C'est que s'ils conçoivent n'importe quoi juste pour avoir une note à la fin du semestre, moi, il y a des chances que je traverse l'Atlantique dessus. Donc, si je coule parce que le mec a voulu avoir une note et puis aller plus vite boire une bière, c'est pas sympa quand même. Mais, donc, c'est l'idée, tu vois. Et c'est d'embarquer le maximum de monde. Donc, il y a une belle asso, je trouve. Puis c'est chouette. Moi, en tout cas, c'est un projet avec lequel je suis en accord. Donc ça, je pense que c'est le plus important, parce que du coup, c'est moi qui le fais. Tu vois, on met tellement d'énergie que réussir à être fier de ce que tu fais, c'est quand même assez important, quoi. C'est même la première rémunération avant de réussir à en vivre physiquement, réussir à en vivre mentalement, c'est émotionnellement parlant, je sais pas. C'est chouette, quoi. C'est déjà une première réussite, on va dire. On arrive au mot de la fin de cette interview, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'être interviewé aujourd'hui? Comment tu te sens? Alors j'essaie de ne pas parler trop vite. Désolé, je n'ai pas réussi, mais j'essaye. Et non, je rigole, mais c'est sympa, tu vois. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de raconter un peu son histoire, ses engagements, ses passions, ses échecs aussi un petit peu. C'est chouette. C'est un temps d'écoute, c'est sympa. Un conseil que tu donnerais à nos auditeurs, qu'ils soient entrepreneurs ou en route vers une transat? Un conseil? Bon alors, si ils sont entrepreneurs, peu importe le projet, je pense qu'il faut pas arrêter de rêver, quoi. Bon, sauf si, je sais pas, c'est de faire des brosses à chiottes supersoniques. Bon, là, il y a peut-être un trou, un vide juridique, tu vois, mais hormis ça.
hormis ça, non, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment rêver, se passionner et être honnête, quoi. Dans sa démarche, si on y croit, il faut se donner à fond, quoi. Faut se donner les moyens. Puis il faut oser, en fait. Avant tout ça, on peut rêver pendant 30 ans si on n'ose pas passer le pas. Et c'est vraiment le truc le plus dur parce que, en fait, quand on ose ce petit déséquilibre, en fait, après, il y en a qui appelleront ça une fuite en avant, tu vois. Mais tu peux vraiment voir ça comme une course, en fait. Genre, t'es Usain Bolt, et puis c'est à toi de gagner le 100 mètres, quoi. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Faut rêver, faut se donner à fond. Et puis, tu te sens tellement plus vivant, t'es tellement plus fier de toi quand tu fais des trucs qui te font plaisir. Il faut y aller, quoi. Faut se donner.